Bonjour, Monsieur Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable scientifique du pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise. Vous avez accepté de venir devant notre commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Je vais, comme il est d'usage, vous rappelez qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 400. Merci. Écoutez, merci de votre invitation. Il est toujours intéressant de revenir dans cette maison, parler de la problématique du trafic de stupéfiants, puisque au moment où l'État en France était le principal dealer public du pays, avec la Régie française de l'opium, qui était la version CEITA des stupes, au moment où dans nos territoires coloniaux, le chemin de fer de l'Indochine allait de champ de pavot en champ de pavot. C'est dans cette maison que les parlementaires radicaux et médecins, de toutes origines et de toutes obédiences, ont décidé de mettre en cause la pratique qui visait à faire de l'argent sur le trafic des stupéfiants au nom de problématiques de santé publique et de médecine. Je vous renvoie tout ceci au Dragon domestique de feu mon collègue Christian Bachmann, qui est l'ouvrage le plus abouti, et hélas inabouti du fait de sa disparition, sur l'historique de la manière dont la problématique des stupéfiants a d'abord été considérée comme un outil naturel de développement de business et de commerce de la gestion de la problématique des stupéfiants. Le fait de savoir si on est d'accord ou pas avec les conclusions est une autre affaire. Je précise simplement que le débat a eu lieu, qu'il a abouti à une forme de mise en cohérence de la manière dont on pouvait aborder la question et d'un certain nombre d'outils proposant de les traiter. Alors, je le précise bien, moi je suis contre toutes les addictions, donc j'apparais plutôt comme un répressif. Mais quand une politique de prohibition donne des résultats aussi inverses à toute politique de prohibition qui a eu lieu dans l'histoire, qu'elle soit celle de l'alcool ou les autres, nous avons un souci quant à la cohérence de la politique. Une politique de prohibition, ça se traduit par une raréfaction du produit, une baisse de la qualité et une augmentation du prix. En France, nous avons exactement l'inverse. Une augmentation de la qualité, une augmentation de la quantité et une baisse des prix. Il y a quand même un sujet. Et quand une politique de prohibition aboutit à l'effet économique exactement inverse à celui recherché, c'est donc que la politique est mauvaise ou qu'elle est mal appliquée. En particulier, mais ce n'était qu'un épiphénomène par rapport à ce qui est face à nous, le fait que nous soyons désormais entourés par 2, voire 3 narco-États, Belgique, Pays-Bas, ils détestent quand on dit ça, mais c'est quand même comme ça que c'est, du point de vue policier en tout cas, et même du point de vue des magistrats qui n'hésitent plus à dire les choses. La situation de notre frontière avec l'Espagne est extrêmement préoccupante. Les problématiques guyanaises atteignent des degrés absolument invraisemblables, à la fois d'acceptation de l'ampleur du trafic, puisque désormais une circulaire pénale avait même prévu qu'en dessous d'1 kilo, on poursuivait plus, ce qui est inattendu. Vous avez parlé de désaddiction. Comment vous voyez pratiquement une nouvelle politique sur la désaddiction ? D'abord, l'injonction thérapeutique pourrait être une vraie injonction thérapeutique, c'est-à-dire une obligation de soins. Ceci existe d'ailleurs dans le Code de la santé publique pour toute une série d'éléments. Évidemment, pour que quelqu'un se décide la désaddiction, il faut évidemment qu'il fasse partie du programme. Mais vous aviez, avec le docteur Olivenstein à Marmottan, des programmes extrêmement innovants qui avaient pris en compte des choses, mais qui sont restés des programmes innovants, perdus au milieu de rien, qui étaient une sorte d'excuse. On a un truc. Là-bas, évidemment, ça ne peut pas traiter l'ensemble des, je ne sais plus combien, 4 millions de ceux qui ont un jour ou l'autre consommé, du 1,5 million qui doit le faire plus ou moins régulièrement, évidemment qui ne savent plus traiter la différence qui existait entre du THC à 1,5, 2 et du THC à 15 en intensité, puisqu'il n'y a plus de... J'ai été auditionné il y a quelque temps par le Parlement belge et on avait un débat drogue douce, drogue dure. Alors j'ai dit d'abord ça n'existe plus, ce concept a disparu, mais en plus ce qu'on appelait drogue douce avant et qui pose des tas de problèmes aux parents des années 70 vis-à-vis de leurs enfants, on ne peut pas leur expliquer que non, j'en ai pas consommé, parce qu'ils en ont tous consommé ou beaucoup, mais qui ne parlent plus du tout du même produit.